Bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter Anne-Christophe, psycholinguiste, spécialiste de l'état cognitif initial, spécialiste du développement, élève de Jacques Meller, comme presque tous mes invités de cette année. Elle travaille à l'École normale supérieure et à PSL. Elle a découvert beaucoup de choses dont elle va certainement nous parler sur l'état cognitif initial, sur le développement précoce, disons, de l'enfant, et au niveau de l'interaction entre, par exemple, la syntaxe, la phonologie, le rythme, et au niveau des interactions très importantes entre l'acquisition du lexique et l'acquisition de la syntaxe. Je crois que c'est bien le domaine principal de la présentation d'aujourd'hui. Alors Anne, depuis quelque temps, a pris des responsabilités extrêmement importantes à l'École normale supérieure, où elle dirige les études scientifiques. Malgré cela, elle trouve le temps de continuer sa brillante carrière scientifique. Merci beaucoup, nous sommes très contents que tu puisses être là avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Luigi. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous faire cette présentation. Et donc, effectivement, je vais vous parler de la manière dont les enfants arrivent à apprendre les mots, à deviner le sens des mots dans leur langue, et quelles sont les interactions entre cet apprentissage-là et l'apprentissage de la grammaire. Alors, la première question, c'est comment font les enfants pour apprendre le sens des mots, hein. Donc, pendant longtemps, on a pensé que la principale manière dont les enfants apprenaient, c'est parce que leurs parents, les gens autour d'eux, désignaient des objets et disaient le nom. Par exemple, on pointe vers un chien et on dit « chien ». Voilà. Ça pourrait marcher dans certaines situations. Finalement, elles sont assez réduites, hein. Il y a beaucoup de mots qu'on ne va pas pouvoir apprendre comme ça. Et en plus, on se rend compte quand on observe les enfants que déjà les parents n'ont pas ce type de comportement et les enfants apprennent finalement assez peu comme ça. Ce n'est pas la manière majeure. Et dans tous les cas, si c'était vrai, alors si on avait un enfant qui était privé d'input sensoriel, par exemple un enfant aveugle, donc qui ne peut pas voir autour de lui les objets qu'on lui pointe du doigt, cet enfant-là devrait avoir des difficultés à apprendre le sens des mots, à apprendre plus lentement, tout simplement. On sait qu'ils apprennent quand même, mais ça devrait être plus lent. Et donc, une collègue qui s'appelle Laila Gleitman, avec Barbara Landau, donc dans les années 80, a fait cette étude très approfondie d'une petite fille aveugle vers l'âge de 3 ans. Et à sa grande surprise, elle a observé que cette petite fille avait un développement du vocabulaire totalement normal. Et ils avaient vraiment fait une étude extrêmement approfondie. Ils avaient filmé l'enfant qui interagissait avec les gens qui s'occupaient d'elle, etc. Ils avaient beaucoup d'informations. Et donc, non seulement son développement lexical était normal, mais elle connaissait la différence entre des verbes comme voir et regarder. Donc, 2 verbes de perception visuelle, un verbe de perception active et un verbe de perception passive. Et donc, quand elles ont obtenu ce résultat, elles étaient vraiment dans l'idée première. Elles se disaient les enfants apprennent en regardant autour d'eux, donc si elles ne voient pas, ça devrait être compliqué. Elles se sont dit il doit y avoir quelque chose dans le signal, enfin dans l'input, dans tout ce que l'enfant a reçu, qui lui a permis d'apprendre ça. Et donc elles ont regardé toutes les vidéos dans lesquelles les mots voir et les mots regarder étaient présentés, et elles ont cherché des différences dans l'environnement. Elles n'ont absolument rien trouvé, dans le contexte visuel, quoi que ce soit, rien du tout. Par contre, il y avait quelque chose dans les phrases dans lesquelles ces mots étaient insérés. Elles ont trouvé que certaines structures syntaxiques étaient les mêmes pour voir et regarder, et des autres étaient différentes. Et elles ont finalement eu cette idée, qui à l'époque était vraiment très, très hérétique, disons, hein. Personne n'y croyait à cette idée-là. Ce qu'elles ont dit, c'est que les enfants pourraient utiliser la syntaxe des phrases pour apprendre le sens des mots qui sont à l'intérieur de ces phrases. Ça, c'était vraiment totalement bizarre à cette époque-là, parce que ce qu'on pensait, c'est que les bébés, ils apprenaient dans l'ordre où on voit ce qu'ils produisent. Hein, donc on disait, au début, ils apprennent les sons. C'est là où ils font ba, ba, ba et babi. Ensuite, ils apprennent les mots. C'est là où ils disent maman, encore ou non. Et puis après ça, ils font des phrases. C'est quand ils disent veux gâteau et des choses comme ça. Okay. Et donc là, elle nous mettait le truc à l'envers. Elle disait en fait, peut-être que les enfants apprennent d'abord des éléments de syntaxe et que c'est ça qui leur permet de deviner le sens des mots. Alors, comment ça marche en pratique? Pour vous donner un exemple, si je prends 2 phrases ici, comme « il pense qu'il fera beau demain » ou « il donne un livre à son frère », vous voyez que chacune des 2 contient un verbe. Si j'essaie d'échanger ces 2 verbes, ça ne fonctionne pas. Donc je ne peux pas dire « il donne qu'il fera beau demain » ou « il pense un livre à son frère ». Et si on essayait de trouver un sens à cette deuxième phrase, « il pense un livre à son frère »,
Le seul sens qu'on pourrait trouver, c'est si on est dans un monde où la télékinésie existe et où je pouvais déplacer les objets par la force de ma pensée. À ce moment-là, oui, on pourrait dire il a donné un livre à son frère en utilisant la force de sa pensée. C'est la manière dont on pourrait trouver un sens à cette phrase-là. Et donc, qu'est-ce que cet exemple nous illustre? C'est qu'en fait, le type de structure syntaxique dans lequel on peut mettre les verbes a un lien très fort avec le sens de ce verbe. Et en particulier, si on prend le premier exemple ici, dans toutes les langues du monde, les verbes qui peuvent prendre comme complément une proposition entière, ici une proposition subordonnée, ça sera des verbes de pensée ou de communication. C'est lié à la nature du verbe. Et un verbe ici qui prend 3 compléments, comme ça, un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect et un sujet, ça va être très bien pour des verbes de transfert comme données. Et donc ici, quand je dis « il pense un livre à son frère », je l'ai mis dans une structure de verbe de transfert et du coup, on essaie de l'interpréter comme un verbe de transfert. Et donc ça, effectivement, ça pourrait être un mécanisme très puissant par lequel les enfants apprennent le sens de certains mots, en particulier des verbes dans ce cas-là. Mais ça pose une question, c'est-à-dire que si je vais utiliser la syntaxe pour apprendre le sens des mots, il faut bien que j'ai réussi à apprendre des éléments de structure syntaxique avant de connaître beaucoup de mots, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est là-dessus que je vais poursuivre la présentation. Avant d'arriver là, je vous présente quand même une petite expérience faite par Laila Gleitman, qui essaye de montrer que, oui, ça marche ce truc-là, d'utiliser la structure syntaxique pour deviner le sens des mots. Alors pour faire ça, elle a fait cette expérience qu'elle a appelée le Human Simulation Paradigm. C'était dans les années 99, c'était la grande mode des réseaux de neurones et tout ça, on faisait plein de simulations. Et elle a dit, moi je vais faire une simulation en utilisant des étudiants d'université, ça va marcher très bien aussi, donc d'où le Human Simulation. Et alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des vidéos de mamans qui parlaient à leur bébé. Et donc, elle a extrait un certain nombre de vidéoclips comme ça pour essayer de voir comment on apprend le sens des mots. Et elle a testé sur des adultes. Donc ensuite, elle leur présentait la vidéo sans le son, avec juste un petit bip au moment où le mot mystère était présenté. Et les adultes devaient essayer de deviner c'est quoi le mot qui a été dit. Voilà. Alors évidemment, si je vous présente qu'une vidéo avec un bip, vous allez dire oui, mais c'est difficile parce que forcément, elle peut parler de beaucoup de choses en même temps. Alors pour faciliter la tâche, pour chaque mot, on va vous présenter 6 vidéos d'affilée. Et à chaque fois, c'est le même mot qui est présenté. Donc on vous donne quand même ce qu'on appelle le cross-situational learning. On vous donne plusieurs situations dans lesquelles le même mot a été prononcé. Et du coup, c'est plus facile de trianguler le sens probable du mot. Okay. Alors, elle a fait ça avec des noms et des verbes. Ici, je vous présente avec des verbes. Si je vous présente que la vidéo toute nue avec un bip au moment du mot, vous voyez moins de 10% correct. Et les 10% corrects, c'est parce qu'ils devinent des fois jouer et des fois c'est vraiment jouer. Donc c'est pas facile du tout de deviner de quoi on parle pour un verbe en regardant ces petites vidéos de mamans qui interagissent avec leurs jeunes enfants. Alors ensuite, deuxième hypothèse, c'était de dire, après tout, pour deviner le sens d'un verbe, si on me dit quels sont les mots qui sont autour, ça va m'aider. Par exemple, j'essaie de deviner manger. Si j'ai des mots comme pomme et gâteau, ça va m'aider à me diriger vers le bon champ lexical et ce sera plus facile pour moi de deviner. Là, il n'y a que les noms qui sont dans la même phrase que le verbe à deviner. Il n'y a même plus la vidéo, vous voyez, qui sont quand même déjà un tout petit peu meilleurs. Donc ça aide un peu. Ensuite, si on met les deux ensemble, alors on a à la fois la vidéo et les noms. Vous voyez, on monte un petit peu, on n'est à pas tout à fait un tiers de mots correctement devinés. Sachant que pour deviner les mots, on leur disait c'est des noms et des verbes très fréquents, les plus fréquents qui existent dans la parole aux enfants. Ce n'était pas du tout des mots compliqués. Et là, ça c'est la condition qui nous intéresse. Donc ici, il n'avait que la structure syntaxique de la phrase, c'est-à-dire que le mot, il était caché, enfin, il était remplacé par un non-mot, et ça donnait ce qu'on appelle du jabberwocky. Tous les mots de contenu étaient remplacés par des non-mots. Par exemple, dans il donne un livre à son frère, ça donne il bamoule un dorip à son galufa. Voilà, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, si vous devez deviner bamoule, vous savez quand même que bamoule, oui, ça va être un truc qui a à voir avec le transfert. Voilà, ça vous donne déjà cette information-là. Si on vous donne que les structures syntaxiques, vous voyez que déjà les adultes, ils sont autour de 50% corrects. Donc, c'est très puissant comme information. Et alors, évidemment, si on donne tout, à ce moment-là, on arrive à deviner assez bien. Voilà. Donc ça, c'est juste une illustration du fait que, oui, pour deviner le sens des verbes, la structure syntaxique, l'ensemble des structures syntaxiques dans lesquelles on peut trouver ces verbes est très informatif. Alors, pour revenir à notre autre question, qui est de savoir comment les enfants pourraient construire une structure syntaxique rudimentaire qui les aiderait à apprendre le sens des mots,
Donc les gens travaillent là-dessus depuis longtemps déjà. Et il y a 2 indices en particulier qui ont été proposés comme étant pertinents, intéressants. Alors pourquoi ? Parce que c'est des indices qui sont faciles à découvrir dans le signal de parole, même si on ne connaît pas grand-chose encore. Donc, le premier, c'est la prosodie phrasale. Qu'est-ce qu'on appelle avec ça, ce mot un peu barbare ? La prosodie, c'est le rythme et l'intonation des phrases. Donc là, quand je suis en train de vous parler, il y a justement une intonation, un rythme, ça monte, ça descend. Et cette prosodie phrasale, elle permet en particulier de packager les syntagmes grammaticaux. Donc, si je commence à parler comme ça, c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Tandis que si je commence à parler comme ça, je vous ai fait 2 paquets. Si je commence à parler comme ça, et ça va correspondre en fait au paquet syntaxique. Alors évidemment, vous avez vu des très jolis arbres syntaxiques. Ce n'est pas des structures linéaires, on est d'accord. Là, je vous parle d'une structure linéaire en paquet, mais au moins chaque fois qu'il y a une frontière dans la prosodie, ça correspond aussi à une frontière dans la structure grammaticale. Donc c'est quand même une information déjà très pertinente. L'autre aspect très important, c'est les mots et les morphèmes grammaticaux, donc pas que les mots grammaticaux, ça c'est les articles, les pronoms, les auxiliaires, les terminaisons verbales, donc toutes ces choses qui vont nous donner des informations sur la structure elle-même. Et il se trouve qu'on a déjà beaucoup d'informations sur ce que les très jeunes enfants connaissent de ces 2 objets. Donc par exemple, sur la fameuse intonation, sur la prosodie, on sait que, ça c'est des études de Peter Yushik, si on présente à des enfants des phrases en anglais, et de temps en temps on rajoute une pause de 1 seconde au milieu de la phrase. Si on met cette pause à une bonne frontière, à un endroit où on s'attend à avoir une frontière, alors tout va bien, ils aiment écouter. Si on commence à mettre des pauses entre 2 mots, mais où il n'y a pas de frontière syntaxique, ou même au milieu d'un mot, alors ça leur plaît beaucoup moins pour écouter. Donc voilà, on sait que déjà à 4 mois et demi, les enfants vont préférer qu'on respecte la structure de la phrase de cette manière-là, l'intonation. Sur les mots grammaticaux aussi, on a énormément d'informations, donc beaucoup de travaux réalisés par Luan Gurken et Rushenshi. Pour vous en donner juste un, par exemple, une étude de Rushenshi. Si on prend des bébés de 8 mois et on leur fait écouter de l'anglais normal, très bien. Maintenant, on leur fait écouter de l'anglais modifié, dans lequel on a remplacé tous les mots grammaticaux, comme the, it, etc., par des syllabes différentes, comme ko ou ka. Et bien à ce moment-là, pareil, ils vont préférer écouter la version de l'anglais normal. Donc ils remarquent déjà qu'il y a un truc bizarre dans cet anglais où on a juste remplacé les mots grammaticaux par des mots qui n'existent pas. Et donc les 2 ensemble pourraient fournir le début d'une structure syntaxique, ce que j'ai appelé le squelette syntaxique. Alors comment ça marche ? Si je vous prends une phrase comme « le petit garçon a mangé une pomme », si je parle suffisamment lentement, je vais vous faire 3 unités avec ça. Le petit garçon a mangé une pomme. Okay ? Et dans ces unités-là, ça va être le groupe nominal sujet, le syntagme du sujet. Ici, là, on a le groupe verbal qui peut être découpé en 2 morceaux, avec ici l'objet et ici un morceau du groupe verbal qui contient le verbe. Okay ? Et si on regarde ce qui se passe ici, ce que je vous ai mis en bleu, c'est les fameux morphèmes grammaticaux. J'ai oublié le « et » ici, qui est aussi un morphème grammatical en français, qui est très informatif. Et donc, on voit que ici, ces éléments, ils sont très 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 fréquents dans la langue. C'est la raison pour laquelle les bébés de 8 mois remarquent déjà quand on les a remplacés par des choses qui n'existent pas. Et ils se trouvent aussi en bordure de ces unités-là. Et donc l'hypothèse ici, c'est que l'enfant pourrait potentiellement repérer que quand une unité comme ça, une petite unité délimitée par l'intonation démarre par le, alors très probablement elle va contenir un nom ou un mot d'objet. Quand elle démarre par A et elle finit par E, alors très probablement j'aurai ici un verbe. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va tester. Avec à la fois les frontières qui sont données par l'intonation et une information sur la nature syntaxique de l'unité donnée par les mots grammaticaux, l'enfant pourrait construire un truc de ce genre-là, qui n'est pas du tout une structure syntaxique, on est d'accord, c'est une structure plate, la structure syntaxique elle est hiérarchique, mais qui malgré tout pourrait fournir de l'information qui aiderait à deviner le sens des mots. Ok. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques expériences pour essayer de voir si c'est vrai, si les bébés font vraiment ça. Donc la première, voilà, ça va être ici une expérience pour essayer de voir est-ce que les enfants sont vraiment capables d'utiliser ces frontières d'intonation dont je vous parlais ici. Et donc pour tester ça, on va utiliser des mots qui sont ambigus, comme le mot ferme, qui peut être soit un nom, soit un verbe. Et donc si je vous fais une phrase comme « la petite ferme lui plaît beaucoup », vous voyez que j'ai une seule unité avec les 3 premiers mots, la petite ferme. Maintenant, si je mets ferme dans une phrase où c'est un verbe, ça va donner quelque chose comme « la petite ferme le coffre à jouets ». Et cette fois-ci, j'ai la petite dans une unité
et ferme dans une autre, ou ferme le coffre à jouets, ça dépend un peu du rythme de parole, le nombre d'unités qu'on fait. Et donc la question qu'on va poser ici, c'est est-ce que des jeunes enfants, alors ici ils sont en moyenne section maternelle ou en grande section maternelle, ils ont déjà 5 ans, est-ce qu'ils utilisent cette information pour calculer si le mot ferme est un nom ou un verbe, okay? On sait déjà que les adultes font ça, mais chez les enfants, on ne savait pas. Donc comment tester ça? L'idée qu'a eue ici Alex de Carvalho, c'est de les mettre dans une petite expérience comme celle-ci. Voilà, donc l'enfant est face à un écran comme ça. On lui dit qu'il joue avec d'autres enfants qui sont ici représentés en photo, mais c'est virtuel, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autres enfants qui sont là en train de jouer en même temps que lui. Il y a cette télé ici qui raconte des histoires, mais la télé ne marche pas très bien. Et on peut entendre juste le début de chaque histoire. Et la tâche de l'enfant, c'est de compléter, de deviner la fin de l'histoire, d'imaginer la fin de l'histoire. Donc si je vous présente ici une phrase. La petite ferme face. Voilà. Donc vous voyez, on n'entend que la petite ferme, et ensuite c'est remplacé par un babble noise, comme on appelle ça, qui est le même pour toutes les phrases. Donc il n'y a plus aucune information sur les mots qui suivaient. Et on demande à l'enfant de compléter. Donc l'enfant doit répéter le début de la phrase et ensuite imaginer la fin. Okay ? Et donc évidemment, je ne sais pas si vous avez entendu, dans cette phrase-là, à votre avis, c'était la phrase rouge ou la phrase bleue? Qui vote pour la rouge? Qui vote pour la bleue? Ok, d'accord, c'est très net, vous êtes tous d'accord. Donc on va voir est-ce que les enfants sont capables de faire ça aussi. Donc ici, vous voyez donc une petite fille qui a environ 5 ans, qui fait cette tâche avec Alex de Carvalho, qui est ici, assis là. Donc elle écoute avec des écouteurs ce qui se passe. Sur l'écran, elle voit l'écran que je viens de vous montrer. Dans l'expérience entière, il y a entre 2 et 7 phrases d'entraînement avec des mots qui ne sont pas ambigus, juste pour que l'enfant s'habitue à faire la tâche. Et ensuite, 8 phrases de test. Ici, vous allez en entendre 2, une avec mouche et une avec porte. Okay, donc mouche, soit une mouche, soit le verbe moucher, ou porte, soit une porte, soit portée. Et donc vous n'entendrez pas les phrases, tout comme l'expérimentateur n'entend pas. Vous n'entendrez que ce que la petite fille dit. Bien, maintenant c'est à qui? Donc Michael, c'était un faux enfant. Faites bien attention. La petite fille s'appelle Léa. Elle écoute la phrase. Vache. Fait sa toilette. Ok, très bien. Hop, de nouveau toi. On va voir. Le gros mange sa viande. Très bien. Maintenant c'est à qui? Ah, c'est toi. Faites bien attention. Qu'est-ce que c'est à toi? T'as pas écouté, fais attention. Donc elle a raté la phrase. La maman rouge. Donc elle répète le début de la phrase. Amène son bébé au parc. Ok, très bien. Et après la fin de la phrase, on voit bien que c'était la La mouche. chance aujourd'hui. La vieille porte. Donc là, pareil, elle nous répète l'intonation parfaitement. Très bien. Voilà, alors évidemment, c'était un cas où tout est correct, mais on a fait des statistiques. Et donc voilà les résultats. Quand ils entendaient l'intonation qui correspondait à mouche comme nom, comme la petite mouche que vous avez entendue ici, ou la grosse mouche, je ne sais plus, vous voyez qu'ils choisissent des phrases où le mot effectivement occupe une place de nom dans la phrase, beaucoup plus fréquemment qu'une place de verbe. Et quand ils ont entendu l'intonation verbe, là, ils choisissent plus fréquemment de compléter la phrase d'une manière où le mot en question occupe la place d'un verbe et pas d'un nom. Okay ? Donc ça nous montre qu'effectivement, les enfants de 5 ans, tout comme les adultes, sont capables d'utiliser l'information sur ces frontières d'intonation pour leur analyse syntaxique. En plus, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des mots ambigus là-dedans. Alors, là, c'est des enfants de 5 ans. Je vous ai parlé d'enfants très jeunes qui sont en train de deviner le sens des mots. C'est un peu vieux. Okay, on a envie d'aller plus jeune. Alors, cette tâche où ils doivent répéter et puis imaginer la fin, on ne peut pas faire ça avec des enfants vraiment très jeunes parce que c'est difficile, ils ont moins de vocabulaire, enfin voilà, ça leur met trop de pression. Donc on va essayer de faire une tâche plus passive où il suffit qu'ils regardent, qu'ils comprennent, où ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Et donc comment faire ça? C'est les mêmes phrases ici exactement en fait. Et ce qu'on va faire ici, c'est leur présenter une phrase comme la petite ferme et on coupe la fin, comme vous avez entendu. Et face à eux, ils ont 2 images, une à droite, une à gauche, avec une représentation du nom, donc ici la ferme,
et une représentation du verbe. Donc ici, une petite fille qui est en train de fermer son coffre à jouets. Okay, sachant que eux, ils n'entendent que la petite ferme ou la petite ferme. D'accord ? Ce que vous voyez ici, donc on mesure où est-ce qu'ils regardent avec un oculomètre, un eye tracker. Et là, vous voyez sur l'axe des X le temps, comme il se déroule, avec ici, sur la barre noire, le début du mot ferme dans les deux types de phrases. La durée de petite et de ferme n'est pas la même dans les deux types de phrases, évidemment, puisqu'il y en a un qui est juste avant une frontière et l'autre juste après. Et donc, vous voyez ici le temps de regard des enfants. Selon qu'ils écoutent la phrase en rouge, ici, celle où ferme est dans une position de nom, ou la phrase en bleu, celle dans laquelle ferme est dans une position de verbe. Et sur l'axe des Y, vous avez la proportion de regard vers l'image non. Donc plus la courbe monte vers le haut, plus ils regardent l'image ici, qui correspond au nom, la ferme. Plus la courbe descend vers le bas, plus ils regardent l'image avec le verbe. Ce que vous voyez ici par rapport au début, avant qu'ils aient entendu la phrase, c'est qu'ils ont tous tendance plutôt à regarder l'image verbe, peut-être parce qu'il y a un être humain à chaque fois dans ces images-là, c'est peut-être juste plus intéressant. Et puis dès qu'ils ont entendu le début du mot ferme, vous voyez que les enfants regardent plus vers le nom quand ils sont dans la condition non, et restent plus vers le verbe quand ils sont dans la condition verbe. Okay. Donc ça, c'est à 3 ans et demi. On est déjà en petite section maternelle, on a rajeuni un peu. Alex de Carvalho, donc, qui a fait ça avec Isabelle d'Autriche, a essayé de descendre un petit peu plus jeune, mais ça ne marchait pas, parce que peut-être les phrases étaient un peu compliquées, peut-être aussi le babble noise, vous savez, le truc qu'on a collé à la fin, ça leur faisait un petit peu peur, en fait. Il y a des bébés qui étaient là, ils avaient un peu peur de l'expérience. C'est quoi ce truc? On ne comprend pas bien. Donc on a fait la même expérience en simplifiant encore plus. Donc cette fois-ci, c'est des phrases qui sont totalement ambiguës, comme « regarde le bébé sourit », il n'y a pas de fin, okay, ça s'arrête là. Ou alors « regarde le bébé sourit ». Et ça s'arrête là aussi, il n'y a pas de fin. Donc il n'y a plus de babble noise, il n'y a plus que 4 phrases aussi, l'expérience est plus courte. On a pris des mots vraiment très fréquents, comme souris, souris. Et vous voyez ici, ça leur prend un petit peu de temps, ils ont 20 mois maintenant, on est beaucoup plus jeunes. Hein. Donc c'est à la 2e répétition où on voit vraiment ici une différence significative entre les deux types de phrases. Et vous voyez qu'effectivement, quand on leur dit « regarde le bébé sourit », ils regardent plus la petite souris que quand on leur demande de regarder le bébé qui est en train de sourire. Okay ? Et alors, ce qui est rigolo, c'est quand on fait cette étude avec des adultes, parce que toutes les études qu'on fait avec des enfants, on les teste avant avec des adultes juste pour voir si ça marche, quoi. Et alors les adultes, on ne leur dit rien, puisque les enfants, on ne leur dit rien. Les enfants, on les pose devant le truc, ils sont sur les genoux de leurs parents, ils regardent ce qui se passe. Donc les adultes, on leur dit pareil, on leur dit écoutez, asseyez-vous là, merci, on va vous coller un truc sur le front. C'est une étude pour les bébés, on veut juste savoir ce qui se passe, donc vous faites ce que vous voulez, quoi. En gros, hein, ils n'ont pas d'instruction. Et donc ils s'assoient là, ils font l'expérience, donc ils se comportent bien mieux que les bébés, n'est-ce pas? Ils savent très bien, ils regardent du bon côté et tout. Et à la fin, on leur demande, est-ce que vous avez une idée de c'est quoi le but de notre expérience? Ils sont là, non, vraiment, aucune idée, je ne comprends pas. Enfin, alors elle a dit, il y avait des mots ambigus, c'était le même mot dans les deux images. Et alors là, ils nous regardent, ils disent, mais c'est quoi le rapport entre un bébé et un rat? Donc en fait, l'intonation est tellement forte qu'on n'entend qu'un seul mot. On n'entend même pas le deuxième mot qui serait possible d'entendre dans une phrase comme ça. Okay? Donc tout ça, ça nous montre que les enfants déjà très jeunes, vous voyez, 20 mois, effectivement, ils utilisent l'information qui est donnée par l'intonation et le rythme. Ils utilisent la prosodie pour calculer l'emplacement, un morceau de structure syntaxique, et du coup en déduire quelle est la nature du mot qui se trouve là quand il est ambigu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir est-ce que les enfants peuvent utiliser ce type de processus pour apprendre des mots nouveaux. C'est ça que je vous ai dit tout au début, c'est ce que Laila Gleitman nous a dit. Finalement, si j'ai des éléments de structure syntaxique, peut-être ça va m'aider à deviner le sens d'un mot. Dans un cas comme ça, où on est à regarder la différence entre les noms et les verbes, ça peut m'aider beaucoup, effectivement, parce que si j'entends « Oh, regarde, elle bamoule » et je vous montre une vidéo avec un truc qui se passe, un pingouin qui saute, par exemple, vous, les adultes, vous allez vous dire « elle bamoule », donc ça veut dire, c'est une action, quoi, ça veut dire sauter, bamouler. Hein. Et donc on va se demander, est-ce que les enfants font la même chose? Donc pour tester ça, ici, vous voyez, il y a effectivement des pingouins qui sautent, je ne l'ai pas inventé. Donc ce qu'a fait Alex de Carvalho, cette fois-ci, c'est en collaboration avec des collègues américains en fait, qui avaient imaginé le dessin expérimental, Angela Hay et Jeff Leeds. Ils présentent cette fois-ci à l'enfant une vidéo à la fois, parce que quand on va chez des enfants jeunes, on ne peut pas présenter 2 vidéos sur l'écran en même temps, c'est trop compliqué à traiter. Donc ils voient à chaque fois une seule vidéo, et sur chaque vidéo, on leur apprend un nouveau mot. Donc par exemple ici,
quand ils regardent la petite vidéo du pingouin qui saute, on leur dit « Oh, regarde Eldorip ». Oh, regarde, Eldorip. Tu la vois, Guidorip? Ok. Et on est dans un dessin expérimental d'habituation. Je vous montrerai une petite vidéo après, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et donc ce truc d'habituation, ça veut dire qu'on va continuer à jouer la vidéo jusqu'à ce que l'enfant regarde ailleurs pendant plus de 2 secondes. Donc en fait, il peut l'écouter aussi longtemps qu'il a envie. Et quand il commence à s'ennuyer, il regarde ailleurs, et du coup, hop, ça s'arrête, et on passe la deuxième vidéo. Okay, donc ça, c'est un truc où on va leur donner autant d'opportunités qu'ils le souhaitent d'écouter cette chose-là. Quand ils ont fini d'écouter la première, on passe à la deuxième. Ils apprennent un deuxième mot. Oh, regarde, c'est une bamoule. Tu la vois, la bamoule? Et ça continue, hein, la vidéo elle tourne en boucle jusqu'à ce qu'ils en aient marre, qu'ils regardent ailleurs pendant 2 secondes. Là on repasse à la première vidéo, puis de nouveau la deuxième, etc. Jusqu'au moment où leur temps de regard a baissé pas mal par rapport à ce qu'ils faisaient au début. Hein, donc en gros on voit que ça y est, ils ont assez entendu ce truc-là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'habituation. Hein, quand ils sont habitués à ce truc-là, on va passer à la phase de test. Et alors ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, un adulte, si sur cette vidéo il entend Eldorip, il en déduit que sans doute doriper ça veut dire sauter. Et quand sur cette vidéo il entend c'est une bamoule, il en déduit que sans doute la bamoule c'est le pingouin. Comment faire pour tester si les enfants font la même inférence? On ne peut pas leur demander, hein, on est d'accord. Et donc l'idée qu'avaient eu ses collègues aux États-Unis, elle est très simple. Hein. Elle consiste à échanger, ça c'est ce que je viens de vous dire, à échanger les 2 bandes son des 2 vidéos. Okay, donc maintenant, quand ils voient cette vidéo du pingouin qui saute, ils entendent c'est une bamoule. S'ils ont appris que bamoule, ça veut dire pingouin, tout va bien. Il y a toujours un pingouin ici. Okay, on n'a pas changé. Et donc, ils devraient être comme avant. Quoi. Leur temps de regard devrait être normal, pas changer particulièrement. Ici, par contre, si sur cette vidéo du pingouin qui tourne, je vous fais écouter « Oh, regarde Eldorip », si vous avez appris que doriper, ça veut dire sauter, ben, vous devriez être surpris de voir ce pingouin tourner. Au moins, vous devriez vous dire, tiens, ce n'est pas tout à fait ce que je croyais. Je croyais que ça voulait dire sauter en tournant. Finalement, peut-être c'est un mot très général qui veut dire tourner, ou peut-être même que ça veut dire bouger. Enfin voilà, on est en train de se redemander, c'est quoi vraiment le sens de ce mot? Ce n'est pas tout à fait ce que je croyais. Si on est en train de se poser des questions sur ce que ça veut dire peut-être, eh ben on devrait prêter attention plus longtemps. En fait, on est en train de réfléchir. En gros, ce type d'études, de paradigme expérimental nous permet de voir quand est-ce que les enfants sont en train de faire plus de traitement, plus de réflexion. Et donc du coup, la prédiction, c'est que ici, donc, sur ce type-là qu'on va appeler le noun switch, il ne devrait pas y avoir de différence de temps de regard particulier avec ce qu'ils faisaient juste avant, tandis qu'ici, quand ils sont surpris, le temps de regard devrait augmenter. Et donc si je vous présente les résultats ici, là vous avez le temps de regard en secondes pendant les 2 derniers essais de la période d'habituation, donc quand ils commençaient à s'ennuyer un peu, vous voyez qu'ils sont autour de 12 secondes environ. Et puis, en jaune, vous voyez ce qui se passe pour les 2 essais de test, donc quand on a fait le fameux switch. Et donc pour le groupe qui a eu le non-switch, vous voyez qu'effectivement les 2 barres sont plus ou moins à la même taille. Pour le groupe de verb switch, vous voyez que la barre jaune est largement plus haute que la barre bleue. Donc effectivement, au moment du test, les enfants sont surpris, ils regardent plus longtemps, ils choisissent d'écouter plus longtemps. Et ici, on a une interaction significative. C'est ça qu'on teste, c'est la différence entre jaune et bleu entre les 2 groupes, en fait. Il faut que cette différence soit plus grande que cette différence pour qu'on conclue quelque chose de significatif, et c'est bien ça qui s'est passé. Alors, ça nous montre qu'effectivement, les enfants peuvent utiliser les mots grammaticaux. Si vous regardez bien ce qu'on avait ici, on a Dorip et Bamoul, ils sont interchangeables, mais Dorip ici était précédé d'un L, un pronom personnel en français, donc un excellent marqueur de verbe. On sait que c'est un verbe qui va suivre L. Et puis, Bamoul ici, qui est dans une structure de nom, est précédé de Sétune, et Sétune, encore une fois, avec le une ici, qui est un déterminant, est un très bon marqueur de nom. Okay, et donc, ça nous montre que les enfants peuvent effectivement utiliser ces petits mots grammaticaux pour faire une inférence sur la catégorie grammaticale du mot qui suit, ou en tout cas sur le type de sens des mots qui suivent. C'est-à-dire, ils savent au moins que dans ce type de structure, ils ont entendu des mots qui référaient à des objets dans le passé. Et alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les enfants pourraient utiliser potentiellement à la fois les mots grammaticaux et l'intonation. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'expérience suivante. C'est le même dessin expérimental exactement, sauf que cette fois-ci, la suite de mots, c'est toujours « regarde la petite Dorip » ou « Bamoul », et c'est seulement la prosodie qui va distinguer entre les deux. C'est exactement la même expérience que le bébé souris que vous venez de voir. Oh, regarde,
la petite Dorique. Tu vois la petite Dorique. Voilà, et l'autre il est comme ça. Oh, regarde la petite Bamoule. Tu vois la petite Bamoule? Donc c'est exactement le même dessin expérimental que tout à l'heure, exactement la même prédiction, et on trouve exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a une interaction ici, c'est-à-dire que les bébés du groupe verbe remontent plus au moment du test que les bébés du groupe non, qui ici descendent légèrement. Ok. Donc, ah oui, et ici je vous ai mis des petits badges. Ça, c'est juste pour indiquer que ces expériences, toutes celles qui ont les petits badges, le badge rouge, c'est pour dire qu'on a fait une pre-registration. Donc là, on est dans cette idée qu'on appelle Open Science, la science ouverte. Vous avez peut-être entendu parler déjà de ça. La pre-registration, ça veut dire qu'avant de faire l'expérience, on a publié sur Internet, quelque part, sur un site spécialisé, le dessin expérimental, donc le but de l'expérience, le dessin expérimental, le type de résultat qu'on attend et le type d'analyse statistique qu'on va faire. Et ensuite, quand on publie l'article, on peut référer à cette pre-registration. Dans ce cas-là, on a effectivement trouvé exactement ce qu'on attendait. Il y a plein de cas où on ne trouve pas ce qu'on attendait, c'est de la recherche, on est d'accord. Donc, quand on ne trouve pas ce qu'on attendait, ce n'est pas gênant, on a le droit de ne pas avoir prédit ce qui allait se passer, c'est complètement normal. Mais du coup, la manière dont on rédige l'article, on va toujours référer à ce qu'on avait prévu de faire au début. Parce que ça nous donne une information faite sur la qualité des résultats. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais prévu de faire cette analyse et que je trouve vraiment le résultat que je voulais avec cette analyse, la probabilité que ça soit une fausse alarme, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette analyse par hasard, elle est assez faible. Si j'ai un ensemble de données, je fais un demi-millier d'analyses dessus, et j'en trouve une qui finalement donne un résultat que je pense que je peux interpréter et que j'interprète a posteriori, la probabilité que ça soit par hasard est bien plus élevée. Parce qu'évidemment, pour chaque analyse que je fais, là quand je vous dis c'est significatif, on utilise un seuil de 5%. Ça veut dire une chance pour 20 de trouver ça par hasard. Une chance pour 20, ce n'est pas si petit que ça, en fait. Si je fais 20 expériences, et je vais vous en présenter 20 aujourd'hui, il y en a peut-être une qui va se trouver significative par hasard. Okay, donc on doit vraiment faire très attention à ce niveau du hasard. Et quand on trouve quelque chose de significatif en faisant exactement ce qu'on avait prévu de faire, la probabilité que ça soit par hasard est bien moindre que quand on a fait beaucoup d'analyses et qu'on interprète a posteriori. Donc c'est pour ça que c'est important. Le badge bleu, il dit que les données sont ouvertes, donc sur le même site, n'importe qui peut aller chercher les données et puis refaire des analyses s'il a envie. Et aussi que les matériels sont ouverts, donc en fait, ici par exemple, les petites vidéos, tout ça est disponible, donc n'importe qui peut aller chercher les vidéos et dire tiens, moi j'ai envie de refaire cette manip pour vérifier si elle marche vraiment. C'est très facile à répliquer puisque tout est disponible sur Internet. Avant, il fallait écrire aux auteurs, il fallait dire « Ah, je voudrais répliquer votre expérience, je voudrais bien m'envoyer vos stimuli, etc. » Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse sur la qualité de la recherche. Donc, toutes les plus récentes auront ça, certaines des anciennes ne l'ont pas encore. Ok, et je vous avais promis une petite vidéo de cette expérience. Donc là, vous allez voir l'enfant qui est assis sur les genoux de sa maman, je crois en l'occurrence. Il regarde l'écran. On vous a mis une petite incrustation, comme ça vous voyez ce que l'enfant voit. Oh, regarde la petite Bamoule. Tu vois la petite Bamoule? Waouh, regarde la petite Bamoule. Tu vois la petite Bamoule? Donc ça, c'est le premier essai, c'est fascinant. Hey, regarde la petite... On accélère un peu parce que sinon ça dure longtemps. Oh, regarde la petite Dorique. Tu vois la petite Dorique. Wow. On accélère, donc ça continue. Voilà. Oh, regarde la petite Bamoule. Là, il commence à s'ennuyer un peu. Tu vois la petite Bamoule? Waouh, regarde. Quand est-ce qu'on s'en va? Oh, regarde la petite Dorique. Tu vois la petite Dorique. Alors ça, c'est surprenant, parce qu'avant, elle doripait, elle sautait comme ça. Dorique. Et voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, une expérience. Ah, pardon. Voilà. OK. Donc, jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'est deux choses. Cette idée du squelette syntaxique, là, ça pourrait marcher pas trop mal, même à 18 mois. Donc, rien qu'avec l'intonation et les mots grammaticaux, on peut avoir de l'information sur le type de mots qu'on est en train d'entendre.
Et puis, plus spécifiquement, on sait aussi qu'à 18 mois, en fait, ils connaissent déjà assez bien les contextes et des noms et des verbes, hein, puisqu'on a testé plusieurs contextes, et à chaque fois, ils peuvent l'utiliser pour deviner quel est le sens probable de ce mot. Et alors, évidemment, la question que ça pose, celle qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas juste ce que fait l'enfant à l'instant T, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Luigi. Hein, il dit, c'est vrai qu'on peut mesurer ce que font les enfants à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 18 mois, 24 mois, mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est comment ils ont fait pour arriver là, comment ils ont fait pour apprendre, hein, c'est cette question. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour apprendre ces contextes de noms et de verbes? Donc là, je vais vous présenter une autre étude, qui est une simulation, et qui teste une hypothèse qu'on avait faite. On s'était dit qu'en fait, peut-être que les bébés pourraient apprendre les contextes qui correspondent aux noms et aux verbes en partant d'un petit nombre de mots qu'ils auraient réussi à apprendre juste en regardant autour d'eux. Ah non, on sait que ce n'est pas très facile d'apprendre juste en regardant autour de soi, mais il y a quand même quelques noms et quelques verbes très très concrets, je pense à biberon, boire, manger, doudou, qu'on pourrait apprendre très jeune, et juste en regardant autour de soi, et en écoutant ce qu'on dit effectivement. Et donc cette petite poignée de mots connus, on va l'appeler la graine sémantique, hein, donc une petite graine qui va nous aider à faire grossir le lexique. Et alors, cette hypothèse, elle repose sur l'idée que les enfants sont capables d'apprendre le sens d'un petit nombre de noms et de verbes qui représentent des objets et des actions concrètes. En l'occurrence, on sait que c'est vrai parce que nos collègues Elika Bergelson et Dan Swingley ont publié des études qui montrent que même dès l'âge de 6 mois, si vous mettez un bébé dans une étude comme ça où vous lui présentez 2 images, genre une banane et une main, et vous dites « look at the banana » ou « look at the hand », ils vont regarder un petit peu plus la banane quand vous demandez de regarder la banane. Okay. Ce n'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment un petit blip, il faut beaucoup de bébés pour le voir. Mais malgré tout, déjà à 6 mois, bien avant ce qu'on pensait auparavant, ils ont déjà une petite idée en fait. Voilà. Et pareil pour les verbes, plutôt à partir de 9 mois. Mais en tout cas, vraiment très tôt. On doit aussi supposer, pour qu'un truc comme ça marche, que les bébés sont capables de grouper ensemble les mots qui correspondent à des catégories similaires. Et en fait, ça aussi, on a pas mal d'études qui montrent que c'est le cas. Donc, par exemple, une catégorie avec les objets, avec les actions, mais aussi avec les agents, hein, donc les choses qui vont agir sur l'environnement. On sait que les bébés, avant 1 an, ont ce type de représentation, ce type de catégorie. Et puis donc, on a encore besoin de supposer qu'effectivement, quand les enfants entendent des mots qu'ils connaissent, comme une girafe, voilà, et qu'ensuite ils entendent, donc ils apprennent le contexte, ils apprennent que une, ça va bien coller avec des mots comme girafe qui correspondent à des objets concrets, et qu'ensuite il faudrait qu'ils soient capables de généraliser à des nouveaux objets. Alors comment faire pour savoir si ça c'est plausible ou pas? Est-ce que ça pourrait marcher étant donné le genre d'input que les enfants reçoivent? Pour tester ça, on a fait un modèle, et ce modèle il travaille sur un corpus de paroles dirigées aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on a juste enregistré plein de mamans qui parlaient à leurs enfants très jeunes. Et puis on a transcrit ce corpus. Hein, donc c'est des corpus que vous pouvez trouver sur Internet, dans Childess par exemple. Et donc dans ce corpus, ce que vous trouvez, c'est la maman a dit un truc, et ensuite le bébé a dit ça ou pas, ou même gna gna gna, hein, si c'est un bébé qui ne parle pas encore. Donc voilà, vous avez tout ce que chacun a dit. Et donc nous là-dedans, on va prendre que ce qu'ont dit les personnes qui sont autour de l'enfant. Hein, donc ce que dit la maman, le papa, les autres personnes autour, les personnes qui s'en occupent. Okay. Et donc c'est une suite de phrases qui sont transcrites. Et sur cette suite de phrases, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que quelques noms et quelques verbes sont catégorisés, comme une catégorie des noms, une catégorie des mots qui représentent des objets, une catégorie des mots qui représentent des actions. Okay. Et tout le reste des mots, ils sont laissés libres, sans catégorie particulière. Et donc ce que va faire le modèle, c'est qu'il va être entraîné sur un corpus d'entraînement et ensuite testé sur un corpus de test, comme on fait d'habitude. C'est un modèle vraiment très stupide. Hein. On était parti dans des choses compliquées, mais on s'est rendu compte que le simple, c'était plus facile de comprendre ce qui se passait après. Donc là, il fait un truc vraiment très très stupide, c'est juste une mémoire en fait, c'est une grande matrice, hein, ce modèle. Il va collectionner des suites de 3 mots. Par exemple, s'il entend le bébé a faim, il va mémoriser début de phrase. On garde un symbole pour le début de la phrase, hein, parce que, comme je vous disais, les frontières sont très importantes, mais les frontières de phrase aussi, et vraiment on les entend dans le signal. Donc début de phrase, plus le, plus bébé. Et supposons que bébé, ici, ça soit un des noms qui est supposé connu, eh bien il aura cette petite étiquette, on va dire, ah, ça c'est dans ma catégorie des noms. Okay. Ensuite, au moment du test, donc l'apprentissage, c'est juste cette énorme base de données de toutes les suites de 3 mots. Donc c'est vraiment très basique. Au moment du test, on prend un nouveau corpus que le modèle n'a pas vu encore.
Et on s'arrête sur chaque mot qui n'est pas trop fréquent. Donc ici, par exemple, sur une phrase comme le chat dort, on va s'arrêter sur chat. Pourquoi on évite les mots très fréquents? Parce que ce n'est clairement pas des noms et des verbes, parce qu'on sait que les bébés les identifient déjà comme étant des mots grammaticaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin, ceux-là, d'essayer de les catégoriser, ils sont déjà à part. Et donc, à partir de ce mot chat qu'on a identifié, on va juste regarder le contexte immédiat, donc ici début de phrase plus le, et on va prédire comme la catégorie de chat la chose qu'on trouve la plus fréquemment dans cet endroit-là. Donc si c'était une catégorie, par exemple non, hein, si on a trouvé le plus souvent des mots qui sont dans la catégorie non, on va dire « ah mais on pense que c'est un non ». Mais dans quelques cas, on pourrait tout à fait répondre « livre », par exemple. Si dans cette structure, c'est « livre » qu'on a rencontré le plus souvent, et que « livre » n'est pas un mot qui est supposé connu par le modèle, à ce moment-là, on va dire « je crois que ce mot, c'est livre ». Et on va compter que c'était faux, hein, et on n'a pas trouvé que c'était un non. Ensuite, on a deux types de mesures très classiques dans le domaine, donc la précision et le rappel. Les hits, c'est chaque fois qu'on trouve, on suppose que c'est un nom et c'est vraiment un nom. Les fausses alarmes, c'est quand on suppose que c'est un nom, mais ce n'était pas vraiment un nom à cet endroit-là. Okay, et il y a aussi les manqués, c'est quand il y avait un nom et qu'on n'a pas répondu non. Okay. Donc la précision, c'est les hits divisé par hits plus fausse alarme. Ça vous répond à cette question. Donc quand le modèle donne une réponse non, est-ce que c'est une réponse correcte? Quand la précision est élevée, c'est qu'il y a beaucoup de hits. Si la précision est basse, c'est qu'il y a beaucoup de fausses alarmes. On répond souvent non quand ce n'est pas vraiment un non. Le rappel, maintenant, c'est hits sur hits plus manqué. Et là, ça nous donne une mesure de combien de noms le modèle a raté. Donc quand le rappel est élevé, il y a beaucoup de hits, et pas beaucoup de manqués. Si le rappel est bas, c'est qu'il y a beaucoup de manqués. Okay. Alors voilà les résultats. Ici, en haut, vous avez la précision. En bas, le rappel. À gauche, pour les noms. Et à droite, pour les verbes. La courbe en rouge, c'est le modèle que je viens de vous présenter. La courbe en noir, c'est juste une estimation d'un modèle qui tirait au sort les catégories. Il fonctionne par hasard. Donc c'est une estimation de la ligne de base. Et ce que vous avez ici sur l'axe des X, c'est des modèles de vocabulaire. Donc V0, c'est le plus petit vocabulaire. Il contient 8 noms et 1 verbe. V1, on double, donc 16 noms et 2 verbes. V2, on double encore. V3, on double. V4, etc. Donc ça, c'est la taille du vocabulaire supposé initialement connu, la taille de la fameuse graine sémantique. Okay, et donc, deux résultats intéressants ici. Le premier, c'est que vous voyez que la précision est excellente. Là, on est autour de plus de 85%, que ce soit pour les noms ou pour les verbes. Et en plus, elle ne dépend pas de la taille du vocabulaire. C'est-à-dire que si j'apprends les contextes de noms avec un tout petit ensemble de noms, je ne vais peut-être pas apprendre beaucoup de contextes, mais ceux que j'apprendrai, ça sera des bons contextes. Si je les utilise pour supposer qu'autre chose est un nom, en général, c'est vrai. C'est vrai pour les noms et pour les verbes. Pour le rappel, on voit un effet très différent. Donc d'abord, le rappel est globalement beaucoup plus bas. Donc il y a beaucoup de noms et de verbes qu'on rate avec ce système. Okay, ça marche pour certains, mais il y en a certains qu'on ne va pas trouver, parce que c'est des contextes qu'on n'a pas encore appris, tout simplement. Et vous voyez aussi que quand on connaît peu de mots, on apprend donc moins de contextes et donc on trouve moins de noms. Mais si on pense à la tâche du bébé, c'est exactement ce type de comportement qu'on voudrait avoir. Parce que le bébé qui utilise la syntaxe pour faire des hypothèses sur les mots, quand il fait une hypothèse, il vaudrait mieux que ça soit correct. Parce que sinon, il part du mauvais côté. Il va se dire, ah ben, je suppose que c'est un verbe, et en fait non, c'est pas un verbe, fausse hypothèse et tout, ça va être vraiment embarrassant. Si par contre, il y a de temps en temps une phrase où il dit ben, sur cette phrase-là, j'ai vraiment aucune idée, ben, c'est pas grave, on attend la phrase suivante. Okay, donc c'est plutôt mieux d'avoir une bonne précision. Si le rappel n'est pas bon, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'un enfant très jeune ne connaît pas beaucoup de contexte et va rater un certain nombre de noms et de verbes. Plus l'enfant grandit, plus il va apprendre de mots, plus il va apprendre de contexte et plus il pourra identifier des noms et des verbes. Okay. Donc ça, c'est plutôt le bon comportement qu'on voudrait avoir. Et donc ce modèle-là, ce qu'il nous montre, première caractéristique intéressante, c'est qu'il catégorise les mots en contexte. Donc si vous vous rappelez, quand je vous ai dit l'exemple avec début de phrase « le chat », pour décider que c'est un nom, on ne regarde même pas le mot « chat » en fait. Et donc si à cet endroit-là, je vous mets la porte, début de phrase « la porte », vous n'avez même pas regardé si c'était porte ou pas porte, et donc vous supposez que c'est un nom. Donc c'est un modèle qui n'est pas gêné par les homophones, tout comme les enfants ne sont pas gênés par les homophones, tout comme les adultes ne sont pas gênés par les homophones. Donc il a vraiment le genre de comportement qu'on souhaite avoir. On utilise le contexte pour contraindre ce qu'on va entendre. Le deuxième résultat intéressant, c'est que cette idée de la graine sémantique est très efficace. Là, je compare à d'autres tentatives de faire des modèles, y compris nous. Et quand on n'a pas au départ un petit truc pour démarrer les catégories de noms et de verbes, on a plein de problèmes qui se posent. Déjà, on ne sait pas combien il faut faire de catégories. Ensuite, on a plein de catégories de noms différentes, on ne sait pas comment les regrouper entre elles. Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes compliqués qui se posent.
Et le dernier, je ne vous l'ai pas montré ici, mais quand on regarde comment travaille le modèle, il travaille grâce aux mots grammaticaux et juste parce qu'ils sont très 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 fréquents. Donc c'est des contextes qui sont très fréquents, donc c'est ceux-là qui vont faire le travail. Et on le voit dans l'exemple, encore une fois, début de phrase, le chat, c'est le qui fait le boulot, précédé par le début de phrase. Okay, donc tout ça, ça nous dit que le mécanisme que je viens de vous décrire, il est plausible, c'est-à-dire que c'est possible, à partir du type de signal de parole que les enfants reçoivent, d'utiliser ce mécanisme. Ça marcherait. Voilà. Maintenant, ça ne nous dit pas du tout, est-ce que les enfants font vraiment ça ? Et c'est ça qui nous intéresse. C'est bien d'avoir un mécanisme plausible, et ça, c'est le mieux que peut faire le modèle. Le modèle nous permet de tuer certains mécanismes. Si le modèle n'avait pas marché du tout, j'aurais conclu, fausse route, on ne va pas continuer dans cette direction, ça ne marche juste pas, quoi. Il faut que ça marche à partir de l'input. Ici, on sait que oui, ça marche bien, ça marche même très bien, mais est-ce que les enfants font vraiment ça ? Alors, comment faire pour le tester ? C'est un peu comme tout à l'heure. Quand j'ai essayé de voir est-ce que les enfants sont capables d'utiliser le squelette syntaxique, de le construire, la seule manière de le tester, c'était de tester ensuite sur des mots nouveaux qu'on était en train de leur enseigner. Parce que tant qu'on ne leur enseigne pas des choses nouvelles, on ne peut pas savoir quel est le mécanisme qui leur a permis d'apprendre. Parce que si on les teste à 18 mois, ils ont déjà appris beaucoup de choses entre 0 et 18 mois, on ne peut plus voir le mécanisme. Donc ici, de la même manière, on a besoin de leur enseigner quelque chose, mais cette fois-ci, pas juste un nouveau mot de contenu, parce que ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'ils sont capables d'utiliser les mots qu'ils connaissent pour apprendre des contextes syntaxiques. Donc il faut leur enseigner des nouveaux contextes syntaxiques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est leur enseigner des nouveaux mots grammaticaux. Et donc là, l'expérience qu'on a choisi de faire, c'est on va appeler ça du pseudo-français, c'est-à-dire c'est presque du français, mais on rajoute juste un petit truc en plus. Ici, c'est « co ». Vous voyez, cette syllabe « co » qui va prendre la place des mots grammaticaux du français. Et la raison pour laquelle on a choisi de faire le pseudo-français, c'est parce que quand on essaye d'enseigner une langue artificielle à partir de rien, donc il n'y a rien du tout pour démarrer, on apprend tout, la grammaire, les mots, et en fait c'est long et compliqué. Alors que là, on peut s'appuyer sur tout ce que les enfants connaissent déjà du français et on leur enseigne juste un petit truc en plus qui est le co. Donc ici, comment ça marche ? Il y a 2 groupes d'enfants, ils vont regarder une petite vidéo ici. Et dans cette vidéo, donc moi qui parle, je vais utiliser ce mot grammatical co, qu'ils n'ont jamais entendu auparavant puisqu'on l'a inventé. Dans une condition, co va remplacer les pronoms personnels. Et donc il va devenir un très bon prédicteur des verbes. Dans l'autre condition, il va remplacer les déterminants et il va donc devenir un très bon prédicteur des noms. Okay ? Et ensuite, évidemment, on va les tester pour voir comment ils fonctionnent. Donc je vais vous jouer les 2 petites vidéos. Le cochon, qu'on veut encore jouer avec la jolie tortue. Qu'on fait rouler la balle, comme ça. Alors, la tortue, qu'on la pousse vers le cochon. Voilà, donc co remplace tous les il et les elle. Et maintenant, c'est la même vidéo, mais co a une autre fonction. Cochon, il veut encore jouer avec co jolie tortue. Il fait rouler co balle, comme ça. Alors, co tortue, elle la pousse vers co cochon. Voilà, donc c'est 2 fois la même vidéo, aussi proche qu'on arrive à la faire, c'est quand même, on est des êtres humains, avec co qui prend 2 fonctions différentes. Et la manière dont on va tester ce que les enfants ont compris, c'est qu'on va leur donner un choix, on va leur donner maintenant un nouveau mot, ça va être das. Voilà, donc au moment du test, ils entendent « oh regarde, codas », tu vois, codas. Ils ont un choix entre 2 vidéos qui sont présentées à l'écran, à droite et à gauche de l'écran. Donc ici, c'est une jeune femme qui tient un nouvel objet, donc juste elle est comme ça, elle tient le nouvel objet, elle regarde l'enfant, elle regarde l'objet, elle fait ça, elle ne bouge pas beaucoup. Et ici, c'est une jeune femme qui fait une nouvelle action, ici c'est un truc comme ça, elle fait un truc comme ça avec son bras. Voilà. Et donc, si vous étiez dans le groupe verbe, quand vous entendez codas, vous devriez penser que probablement, on parle, c'est ça, daser, quoi. Si vous étiez dans le groupe non et vous entendez codas, vous devriez penser que c'est sans doute ça la dase. Okay ? Et donc, ce qu'on va voir, c'est est-ce que les enfants font la même chose. Donc là, c'est des enfants, vous voyez, ils ont 3-4 ans, toujours en maternelle. Ici, vous avez les résultats du pointage. Donc, il n'y a que 4 essais. On leur demande, donc c'est toujours à gauche, à droite. Quand ils ont entendu « regarde codas », on leur demande « montre-moi, c'est où ?» Et donc, ils pointent vers le choix dont ils pensent que c'est le choix correct.
En orange, c'est le groupe nom, en violet, c'est le groupe verbe, et chaque point ici représente un enfant. Donc la mesure sur l'axe des X, c'est la proportion de pointage vers l'action, la vidéo avec la nouvelle action, ici, celle-ci. Et donc quand on est à 100%, c'est qu'ils ont toujours choisi la nouvelle action pendant les 4 essais différents. Quand on est à 0, c'est qu'ils ont toujours choisi le nouvel objet. Okay. Comme il n'y en a que 4, ils sont à 0, 25, 50, 75 ou 100%. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, les enfants du groupe orange, du groupe non, ont beaucoup plus tendance en tant que groupe à choisir la vidéo du non que les enfants du groupe verbe qui ont plus tendance à choisir la vidéo de verbe, de la nouvelle action. On a aussi ici mesuré leur temps de regard pendant l'essai. Donc ils entendent co-DAS. La courbe en violet, c'est la courbe du groupe verbe. La courbe orange, c'est la courbe du groupe non. Et donc, on voit qu'effectivement, ici, après avoir entendu le mot DAS, le groupe verbe a plus tendance à regarder la nouvelle action que le groupe non, qui, lui, regarde plus le nouvel objet. Alors, ici, on a 50% qui est le hasard. Vous voyez que globalement, ils ont tous une préférence pour regarder l'action. C'est sûr, c'est un truc qui bouge, voilà. Donc ça, c'est un biais qu'on a. Mais en plus de ce biais, une préférence, disons, pour une des deux vidéos, en plus, on voit cette différence ici entre les deux conditions. Il faut que je me dépêche, Luigi ? C'est bien ? Ok, alors encore une expérience très similaire. Celle d'avant, vous avez peut-être remarqué, c'était des enfants de à peu près 4 ans. Alors 4 ans, c'est encore un peu vieux, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on voudrait bien savoir est-ce que les enfants arrivent à apprendre ce genre de choses pour les aider tout au début dans leur apprentissage du langage. Donc ça, c'est une autre expérience avec des bébés de 20 mois. Le choix après, je vous dis tout de suite, ça sera entre ça et ça. On leur dira « Oh, regarde Kobamoul ». Et donc, on va voir si vous pouvez réussir la tâche. Je vous mets dans la situation des bébés. Tiens, regarde qui revient. C'est Colapin. Il a entendu Copoule rire. Colapin appelle Copoule. Youhou! Dis, tu me racontes ton histoire? Monte dans 4 acteurs avec Caline. Oh! Oh! C'est dur avec Caline. 4 acteurs est trop haut. Attends, je vais t'aider. Et voilà. Et hop! Ils sont bien là tous les deux. Ok, c'est fini. Alors, combien d'entre vous, maintenant, vous êtes des bébés, Je vous laisse le choix entre les deux choses-là. Combien choisissent celui-ci quand je vous dis « regarde Kobamoul » Personne. Combien choisissent celui-là? Une. Il faut choisir, On recommence. Combien choisissent celui-là? Ok. Combien choisissent celui-là? Un peu plus. Bon, très bien, vous avez raison, c'est celui-là. Pourquoi c'est celui-là? Il y avait des co et des ca. C'était Copoule et Colapin, 4 acteurs et calivres. Et donc ici, le co désigne les animés, les trucs qui ont des yeux, par exemple. Et donc, effectivement, les bébés de 20 mois, qu'ensuite on leur demande « regarde Kobamoul », donc la courbe en rouge, ils vont regarder un peu plus vers l'animé ici que vers l'inanimé. Et quand on leur dit « oh, regarde Kadorip », donc cette fois-ci la courbe en bleu, vous voyez qu'à ce moment-là, ils regardent plus vers l'inanimé que vers l'animé. Donc les enfants de 20 mois, eux aussi, sont capables d'apprendre un nouveau mot grammatical en peu de temps. Donc cette petite vidéo, elle dure 5 minutes. Ils la regardent 3 fois chez eux avant de venir faire le test au labo. Et ensuite, au moment du test, ils sont déjà capables d'utiliser ce nouveau petit morceau de contexte syntaxique qu'ils ont appris pour faire une inférence sur le sens probable du mot qui suit. Donc voilà, tout ça, ça nous montre que c'est effectivement assez probable que les enfants soient capables donc d'utiliser les mots qu'ils connaissent pour apprendre les contextes dans lesquels ils se produisent, et ensuite d'utiliser ces contextes syntaxiques pour faire des inférences sur des nouveaux mots qu'ils ne connaissent pas encore. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Et peut-être, pour aller encore plus loin, comment ils ont fait pour apprendre ces contextes syntaxiques en question? Eh bien, on a un peu 2 hypothèses ici. La première, ça serait que peut-être les enfants pourraient avoir une première phase d'observation, entre guillemets,
pendant laquelle ils récolteraient des connaissances sur la structure grammaticale de leur langue, et puis ensuite, dans une deuxième phase, ils pourraient exploiter ces données. Ou on pourrait avoir une deuxième hypothèse qui serait que les enfants sont en permanence en train d'apprendre, et de quelle manière ils apprennent. La manière dont ils pourraient apprendre, ça serait qu'en permanence, ils seraient en train de prédire ce qui va venir ensuite. Et puis, quand c'est un mot nouveau qui apparaît, à ce moment-là, ils vont projeter dessus la caractéristique qu'ils attendaient. Par exemple, si je vous dis « elle bamoule », après « elle », vous attendez un verbe, comme « manger ». Vous récupérez bamoule, vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vous dire « ok, sans doute c'est un verbe ». Voilà, donc si c'est un truc qu'on ne connaît pas qui arrive, on projette dessus les attentes qu'on avait construites juste avant. Et puis, quand de temps en temps, parce qu'il faut bien quand même qu'ils apprennent, hein, on a une incongruence entre ce qu'on attendait et ce qu'on reçoit, alors on va modifier le modèle qu'on a du langage, on va réviser notre modèle de langage pour l'affiner. Et donc, cette hypothèse de prédire pour apprendre et apprendre à prédire, en fait, les deux en même temps, on a cette espèce de problème de poule et d'œuf. Comment faire pour le tester? Donc ça, c'est la toute dernière étude, pour le coup. Ici, on s'est basé sur une étude qui avait été publiée en 2016 par Jurowski, Case et Frank, où ils avaient présenté à des enfants des phrases qui sont peu plausibles, comme « I had carrots and bees for dinner », donc j'ai mangé des carottes et des abeilles pour mon dîner. Et on leur laissait le choix entre une interprétation littérale, avec vraiment des carottes et des abeilles dans l'assiette, et une interprétation corrigée, entre guillemets, où on se dit « Ah, mais sans doute qu'elle voulait dire des carottes et des petits pois, peas. Okay » Et donc, il y avait deux conditions dans cette étude. Une condition dans laquelle il y avait du bruit. Donc, il y avait un bruit blanc sur toutes les phrases, ce qui fait qu'on n'était pas bien sûr de ce qu'on entendait. Et quand on n'est pas bien sûr de ce qu'on entend, probablement, on essaye de corriger pour aller vers quelque chose qui est plausible étant donné ce qu'on sait du monde. Donc, effectivement, dans cette situation, les enfants choisissaient plus celle-ci. Dans l'autre situation, le son était clair, mais en plus, il y avait plein de phrases fantaisistes dedans. Donc, ils savaient qu'on leur parlait, c'est comme un monde fantastique. Voilà, on parlait de plein de trucs qui n'existaient pas vraiment. Et donc, dans cette condition, effectivement, les enfants choisissent plus ça. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est que les enfants sont prêts à s'adapter à la situation. Ils sont prêts, c'est une histoire d'optimisation bayésienne, entre guillemets. Donc, quand ils calculent le sens de la phrase, le sens le plus probable, eh bien, ils prennent en compte toutes les informations qu'ils ont sur la situation, y compris, dans cette situation où je suis, il y a beaucoup de phrases improbables qui sont prononcées, donc il faut que je l'accepte et que je prenne ça. Ou, dans cette situation, le son n'est pas très bon, donc il faut que je mette un peu moins de poids sur mon traitement des sons de la langue. Okay ? Et ce qu'on voulait voir, nous, c'est est-ce qu'on pouvait faire la même chose entre le traitement sémantique et le traitement syntaxique? Est-ce qu'on peut amener les enfants à réviser leur modèle du langage dans le temps d'une expérience? Donc, dans cette expérience, il y a d'abord une phase d'induction. Donc, il y a deux groupes. Le groupe où la sémantique sera toujours très fiable et le groupe où la syntaxe sera toujours très fiable. Alors, comment on fait ça? On leur présente une phrase agrammaticale en français comme « elle pomme ». Et quand ils entendent « elle pomme », donc les deux groupes entendent « elle pomme », mais ils n'ont pas les mêmes choix. Ce groupe-là, quand il entend « elle pomme », il voit d'un côté donc, une jeune femme qui tient une pomme dans la main. Donc on leur présente un choix pour le mot « pomme ». Ce n'est pas la bonne structure, mais au moins le mot « pomme » est là. Et puis à côté, on présente un truc qui ne pourrait pas du tout être l'action de pommer, si on supposait que pomme était une nouvelle action. Là, elle est en train de lire un livre, on a déjà un mot pour lire, on ne va pas supposer que pommer, ça veut dire livre. Ici, dans la condition où la syntaxe va être fiable toujours, quand on montre « elle pomme », donc ça pourrait être effectivement le nouveau verbe pommer, après tout, ce n'est pas complètement impossible. Et donc, d'un côté, on présente cette jeune femme qui fait une nouvelle action, un truc comme ça. Voilà. Donc ça pourrait être l'action de pommer. Et de l'autre côté, on présente un truc qui n'a rien à voir. Ici, c'est une chaussure. Voilà. Donc ça ne peut pas être un référent possible pour ça. Et il y a la même chose avec une manche, mais c'est totalement symétrique. Donc je n'ai pas besoin de vous raconter ça. Donc les enfants, là encore, ils sont un peu vieux. On n'a pas réussi à faire ça avec des jeunes. Donc ils ont entre 4 et 5 ans. Ils font ces différents essais. À chaque fois, on leur demande de pointer et puis de regarder aussi. Et ensuite, on arrive à la phase de test. Et là, dans la phase de test, on leur laisse un choix libre cette fois. Donc on va leur donner « elle balle », c'est exactement la même chose qu'elle balle avec « elle pomme ». D'un côté, il y a vraiment une balle et de l'autre, il y a vraiment une nouvelle action. Donc finalement, les deux choix sont possibles maintenant. On peut suivre la syntaxe ou on peut suivre la sémantique du mot qu'on entend. Et ce qu'on veut voir, c'est si les enfants vont changer leur comportement en fonction de la condition dans laquelle ils étaient. Donc ici, vous avez les résultats à gauche pour les adultes. Donc plus on va vers le haut, plus ils choisissent le choix syntaxique. Donc ici, par exemple, la nouvelle action.
Et donc vous voyez que quand la sémantique est fiable, le groupe rouge, ils vont toujours vers la sémantique. Donc ils vont aller vers BAL, ils vont se dire « Ok, dans cette expérience, il parle n'importe comment, la grammaire n'est pas respectée, tant pis, c'est comme ça, je suis la sémantique. » Et par contre, le groupe où la syntaxe est fiable, vous voyez qu'ils choisissent beaucoup plus souvent le choix syntaxique, celui-ci. Donc ils acceptent que peut-être il y a des nouveaux mots ici. Pour les enfants de 4-5 ans, vous voyez que l'effet est beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus de bruit dans l'expérience, comme on l'a vu, les enfants aussi ont un comportement moins prédictible. Mais malgré tout, on a ici un effet significatif. Et je vais juste vous présenter rapidement les données sur le temps de regard. Donc il n'y a rien de significatif sur le temps de regard, mais c'est intéressant de regarder les données quand même. Donc ici au début on dit « oh regarde », quand ils entendent « elle », vous voyez qu'ils vont tous vers l'image de l'action. Elle quelque chose, ils regardent l'action d'abord. Ensuite ils entendent BAL, il y a toujours un petit retard avec un petit temps de réaction. Ils entendent BAL, vous voyez qu'ils vont tous vers la BAL. Donc ils réagissent vraiment en temps réel à ce qu'ils sont en train d'entendre. Et ensuite, dans le reste du circuit, vous voyez que ceux pour lesquels la syntaxe est fiable, en bleu, ils remontent vers l'image syntaxique un peu plus vite que les autres. Voilà. Ce résultat ici n'était pas significatif. Je ne vous ai pas expliqué la manière dont on calcule la significativité, mais c'est une histoire où on prend les fenêtres de temps où les deux courbes sont disjointes. Excusez-moi. Et ensuite, pour calculer si c'est significatif, on va reprendre les données de l'expérience et 1000 fois, on va les permuter aléatoirement, c'est-à-dire qu'on va changer les conditions. Et on va regarder c'est quoi la probabilité par hasard de trouver une fenêtre de cette taille-là. Et donc dans le cas présent, vous voyez qu'ici elle est coupée en deux la fenêtre parce qu'il y a une petite bosse là. Et donc ni cette fenêtre n'est significative avec la technique qu'on utilise. Voilà. C'était juste un détail statistique. Et donc pour conclure cette fois, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Donc j'espère vous avoir montré que les enfants comme les adultes comprennent les mots en contexte, que l'apprentissage du sens des mots, c'est un vrai processus d'inférence. Ce n'est pas du tout une association stupide entre des sons et des sens. J'entends chien, je vois un chien. C'est vraiment un travail de détective pendant lequel l'enfant utilise tout ce qu'il a à sa disposition, donc le contexte dans lequel il entend les mots, la scène visuelle, le contexte syntaxique, comme on l'a vu, aussi les intentions de leurs interlocuteurs. Je vous ai parlé de la graine sémantique, donc le fait de connaître un petit nombre de mots peut vous aider à apprendre leur contexte syntaxique. Du squelette syntaxique, donc cette idée qu'avec l'intonation et avec les mots grammaticaux, on peut construire une première ébauche de structure syntaxique qui n'est pas du tout la structure syntaxique finale, mais qui peut être suffisamment informative. Et puis enfin, je vous ai parlé de ces mécanismes qui nous permettraient d'apprendre et qui pourraient être la prédiction. Je crois que vous en aviez déjà entendu parler dans le talk de Teresa Guasti. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.